Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle émission débrief en live sur Twitch. Vous avez l'habitude de nous retrouver. Désolé pour les quelques petites minutes de retard. On attaque comme prévu ce débrief pour revenir naturellement sur cette victoire, encore une pour l'OGC Nice en terre messine 1-0, courte mais précieuse victoire. Pas mal de choses à dire, des choses plutôt positives. L'OGC Nice est toujours invaincu, solidement attaché à ce top 3. Mais malgré tout, peut-être une manière et des choses encore perfectibles sur lesquelles nous allons revenir, avec naturellement aussi un éclairage sur l'adversaire du jour, le FC Metz, par notre ami Socket, que vous avez sans doute reconnu. Il était venu lors de la première émission, la première année de l'émission lorsque le FC Metz était en Ligue 1. Mais j'accueille déjà dans un premier temps un habitué de l'émission, un fidèle. C'est Anto. Salut Anto, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va super bien, très content en tout cas du classement et tout ça, et ça c'est vraiment cool. Et puis moi j'ai toujours 100% de win rate sur le club Pancho, donc tranquille, on est bien. Il a sorti la belle chemise, manche courte. Il est radieux derrière ce nouveau fond. C'est Matt. Salut Matt, comment tu vas? Salut Pancho, ça va très très bien. Très content d'être à nouveau dans le club Pancho. Je ne fais pas mon retour, j'enchaîne, on va dire, les titularisations. Et ça fait plaisir quand même de débriefer cette OGC Nice où il y a des choses à dire. Donc, et en plus en compagnie d'Anto, on va se régaler, j'ai hâte. Tu es un peu le Jordan Lotomba de ce début de saison. Tu as fait ton trou et puis tu enchaînes les titularisations. Voilà, j'espère que cette comparaison te plaît. Et donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, Socket du média La Maison du Grenat qui fait son retour dans l'émission. Salut Socket, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, très heureux de revenir après cette petite année de repos forcé, on va dire. C'est ça. Non, je suis très heureux d'être avec vous pour parler de ce match, d'autant que j'ai pu le voir sur place, donc ça va être assez intéressant. Tu as pris place dans les 22, 23 000, je ne sais plus 23 000 et quelques de ce que j'ai vu à peu près comme chiffre, une belle voilà. ambiance au stade Saint-Symphorien cet après-midi, plutôt hier après-midi. Les gars, déjà dans un premier temps, votre ressenti sur le match. Factuellement, l'OGC Nice l'a emporté 1-0, enchaîne un clean sheet, toujours meilleure défense du pays, une courte victoire, Hicham Boudaoui buteur sur une passe de Melvin Barr, un centre de Melvin Barr, voilà, comme quoi, voilà, un vœu est exaucé. Mais déjà, peut-être en quelques mots, Anto, cette victoire et cette opération, finalement, on n'a pas vu un grand match de football, mais l'OGC Nice sort encore une fois vainqueur. Et peut-être que ce match, il y a quelques mois, sous Digard, sous Favre, on l'aurait perdu peut-être 1-0 sur une demi-occasion messine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, bien sûr, tu sors, on a abordé MS et notamment globalement tous les matchs bloc bas en se disant que bah, on n'y arrivera pas parce que à chaque fois on fait ça, qu'on gagne contre Paris et puis que derrière on se mange une clim. Et puis au final, bah, tu gagnes. Certes, c'est pas du tout un grand match de football. Voilà, on a connu pire aussi, mais on a connu beaucoup de matchs mieux. Et au final, bah, tu prends tes 3 points et c'est très bon augure et tu vas pouvoir travailler sereinement pendant la trêve encore une fois. Tout à fait, et attaqué directement par un derby contre l'Olympique de Marseille. Matt, ton ressenti sur ce match, t'as noté pas mal de choses sur ton cahier, peut-être même trop, mais voilà, ton ressenti, toi, voilà, en quelques mots sur ce match. Ben, pas satisfait, mais soulagé, parce qu'on prend quand même 7 points sur Brest et Metz. On n'en aurait peut-être pris aucun l'année dernière, comme tu l'as dit. Donc, on va dire soulagé, voilà, que ces matchs-là sont passés et qu'ils se soient bien passés, mais pas satisfait. Je pense que c'est impossible d'être satisfait de ce qu'on a vu. Impossible d'être satisfait de ce qu'on a vu, mais très satisfait de la nouvelle qui vient de tomber, puisque William Saliba est blessé. Hein, tant pis pour lui, avec les regrets qui vont avec. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, messieurs? Que Jean-Claire Todibo vient d'être appelé en équipe de France. Voilà. Le roi. Qui enchaîne une deuxième sélection pour le rassemblement de l'équipe de France. Et ça fait plaisir. Soket, tu l'as dit dans l'introduction, tu étais au stade. Tu as pu voir donc ce match de tes propres yeux. Ton ressenti, toi, en tant que suiveur messin? Bon, le match Nice a, sur tous les terrains, fait un peu plus et mieux que Metz.
ce qui explique le résultat. Ils ont ouvert le score sur, voilà, sur du bon réalisme. Et le fait est, c'est que derrière, ils ont maintenu ce petit niveau supérieur par rapport à Metz. C'était pas extraordinairement plus élevé que Metz, hein, mais ils ont su tenir cet avantage-là et ont bien su contrôler les faibles incursions offensives messines. Donc non, c'est une victoire méritée pour Nice, qui a effectivement, comme c'était dit, pas été flamboyant, mais qui a fait le travail, quoi. Effectivement, on va commencer peut-être dans un premier temps sur les compositions côté OGC Nice. On est toujours sur ce 4-3-3 et c'est vrai qu'on se disait lors de la dernière émission, enfin moi à titre personnel en tout cas, j'attendais autre chose. J'attendais même plus de choses que les matchs contre le Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco parce que ces matchs on les a vus et revus et on était peut-être en droit d'attendre autre chose. Mais voilà, 4-3-3 toujours fidèle, maintenu et on va dire deux joueurs qui ont fait leur apparition et plutôt qui Retour. gardent une certaine, ouais, un retour encore un, ceux plutôt de Hicham Boudaoui en lieu et place de Morgan Sanson. Déjà peut-être Anto, toi ce choix-là, on a vu Sanson en difficulté physique sur les derniers matchs. Boudaoui revient dans ce poste de numéro 8. Comme on dit dans la communauté, nos Boudaoui, nos partis. Et puis cette stat, alors je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est, mais à chaque fois que Boudaoui est aligné dans le 11 de départ, il y a de fortes chances que l'OGC Nice gagne. Ouais, c'est impressionnant, c'est un joueur qui est tellement important. Et c'est fou que tous les ans, on le remette un petit peu en se disant, bah finalement, peut-être qu'il va être sur le banc, les autres, ils lui prennent la place, et puis il revient petit à petit. Et dès qu'il joue, on se dit, bon, bah en fait, non, reste, mec, t'es trop fort. Et ce mec-là, il est indispensable dans ce milieu à 3. Est-ce qu'il n'y aura pas des matchs où il faudra plus qu'il soit positionné en 6 pour amener un peu plus de créativité? Ça, c'est possible. C'est ce qu'on aurait pu attendre pendant ce match-ci. Finalement, il a été choisi à la place de Sanson. C'était pas une mauvaise chose. C'est quelque chose que j'apprécie aussi de l'avoir un peu plus haut. Et je pense que c'est un mec qui peut bien combiner. On l'a pas forcément vu sur ce match-là, mais ça va peut-être venir aussi avec le temps. Donc non, trop content. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de notre effectif. Je l'avais déjà dit ici, mais pour moi, c'est un des mecs les meilleurs du monde. Et je pense qu'il est énormément sous-coté et que s'il arrive à stater un peu plus, il va être vraiment mis en lumière très vite. Justement, il a staté. Je crois avoir vu passer 10e but sous le maillot de l'OGC Nice depuis qu'il a rejoint le club. Et au-delà de sa performance, moi, j'ai quand même le sentiment, Matt, tu vas nous dire ce que tu en penses, qui convient beaucoup plus aussi au style de jeu, dans un registre voilà, où il va tenir un peu plus le ballon, où il va sentir un peu plus le jeu. Voilà, c'est un autre style que Sanson, peut-être moins aussi dans le duel. Mais à chaque fois qu'il a été aligné, à chaque fois qu'il a été titulaire, alors il y a 2 titularisations depuis le début de saison, mais il y a eu voilà, un milieu stable. Et bon, c'était Strasbourg et Metz, c'était pas peut-être non plus les gros adversaires de ce championnat, mais il apporte quand même autre chose à ce milieu de terrain. Comment tu le ressens et peut-être même comment ça va se passer dans les prochaines semaines? Est-ce que ça va bouleverser la hiérarchie Sanson Thuram au poste de numéro 8 selon toi? S'il se met à mettre des buts et à être décisif à tous les matchs à ce poste de 8, dans lequel je le trouve virevoltant parce qu'il a une capacité technique au-dessus de la moyenne avec le ballon. Il fait des choses très jolies et assez efficaces. Donc s'il se met à être décisif, ça va être comme d'habitude. Il va à nouveau s'imposer dans le 11. En revanche, dans le côté sans ballon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins dans le duel que Sanson, mais il équilibre très très bien défensivement le milieu de terrain. Donc très précieux, Hicham Boudaoui. Et je pense que c'est très très bien qu'on ait de la concurrence, puisque certes on avait un milieu de terrain stable, mais pour autant je pense pas qu'il apportait 100% de satisfaction. Donc voilà, nos Boudaoui, nos partis, il est de retour dans l'effectif. On va juste lui souhaiter de rester en très bonne santé, parce on va en avoir chèrement besoin. Et pas de blessure lors de la trêve, là qui va arriver, s'il te plaît, avec l'équipe nationale d'Algérie. La composition Messine. Socket, on avait des surprises ou pas? Est-ce qu'il y avait une forme de continuité? Comment est-ce que tu l'as analysé? Est-ce que Laszlo Bologna tâtonne? Est-ce qu'il a une continuité depuis le début de saison? Quel est ton ressenti?
Alors, je vais rester déjà sur ce qui est le côté qui ne bougeait pas depuis le dernier match. Donc, tout ce qui est gardien, défense centrale et les latéraux, ça ne bouge pas. La question commençait à apparaître sur le milieu de terrain pour plusieurs raisons. Première raison, Kevin Endoram était sorti lors du match avant. Il avait fait une sorte de petit malaise pour de l'hypoglycémie. Autant vous dire que quand j'ai entendu ça, je fais sympathique. Donc du coup, hypoglycémie. Et la question, c'est est-ce qu'il allait reprendre sa place ou pas? Non. Du coup, il n'a pas pris sa place. Maïga, qui aurait pu être un des postulants, s'est fait une déchirure, ce qui fait qu'il n'a pas pu apparaître dans ce milieu de terrain-là. Donc c'est Joseph Ndoukizi, qui est un néo-pro, qui a signé pro en début de saison, qui a été titularisé un peu dans ce rôle, alors plus orienté en poste de 6. Qui est son poste un peu on va dire de prédilection, mais bon, il est quand même propulsé en tant que titulaire. Dans le contexte, c'est pas simple. Donc il y avait cette question-là. Retour de Lamine Camara, qui lui était remplaçant contre Toulouse, qui est l'un des gros espoirs côté FCMS et aussi côté du Sénégal, notamment pour ceux qui suivent le Sénégal. Qui est un peu sur une saison un peu timide depuis le début, surtout offensivement, et donc qui récupère sa place. Et la question, c'était par rapport à l'attaque plus importante. Et là, il y a eu beaucoup de changements puisque Papa Diallo, qui est un jeune professionnel aussi, démarre ailier gauche en lieu et place de Sabali, qui avait fait la plupart des matchs en tant que titulaire depuis le début de la saison. Ablaye Diallo revient, lui qui a eu quelques pépins physiques durant les dernières semaines, vient au poste d'ailier droit. Et puis la grande question, c'est la pointe. Et donc Oscar Estupinan, qui reprend une place de titulaire, alors que c'était Simon Elisor qui, le match d'avant contre Toulouse, avait été titularisé. Donc, pour répondre à la question sous-jacente, oui, Antonetti tâtonne sur le choix des joueurs. Antonetti Pardon, Antonetti, oula. Vous avez vu comment ça... Franchement, une année... La dernière année, Antonetti nous a marqué profondément, comme vous pouvez l'entendre. Donc non, Bologna tâtonne au niveau du choix des joueurs sur le milieu attaque. Par contre, aussi bien dans la formation tactique, mais aussi dans l'animation, ça bouge pas. Il est assez têtu là-dessus. Bloc bas, c'est défensif, en misant sur les contre-attaques. Et donc, c'est ce qu'il a mis en place et ce qu'il va mettre en place encore très longtemps, vu qu'il est assez têtu, quoi. Et dans l'effectif, il y a quand même 2 anciens niçois, au moins, côté FC Metz, oui. Il s'agit bien sûr de Jean Nguessan, qui vous a rejoint cet été, qui était en prêt du côté du Nîmes Olympique, et donc qui est parti donc chez vous. Déjà, peut-être ton ressenti sur ce joueur. Est-ce que tu l'as vu à l'œuvre depuis le début de saison? Est-ce qu'il a pu exprimer un peu ses qualités ou pas? Alors, il y a quelques dossiers dans la galaxie FCMS qui sont, qui pourraient faire l'objet d'un article entier dans la presse. Que ce soit Miko Tazé choisi par le directeur sportif de l'Ajax plutôt que l'entraîneur, le fait qu'une personne qui est interdite d'officier dans le football professionnel en tant que conseiller soit conseiller du FCMS. Mais le troisième sujet, c'est effectivement Nguessan qui, en fait, on ne sait pas pourquoi. En gros, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas sa chance au milieu de terrain? Alors, il faut savoir que, comme j'ai expliqué, le milieu de terrain du FCMS est quand même assez dense en termes de quantité. Je ne vais pas aller sur le débat de la qualité, c'est un débat assez glissant. Mais il y a quand même pas mal de joueurs de milieu de terrain qui peuvent prétendre à jouer. Et le fait est que Nguessan n'a tout simplement pas eu sa chance pour le moment. Il a eu une apparition lors du dernier match amical qu'avait fait Metz, qui justement il avait plutôt bien joué d'ailleurs. Mais non, effectivement, Nguessan pour l'instant qui a clairement pas sa chance. Alors il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des petits problèmes un peu à l'entraînement, un peu d'extra sportif. Mais c'est un peu bizarre que voilà, on puisse pas voir ce qui le vaut au moins sur le terrain là, d'autant que le milieu de terrain du FCMS, c'est pas un milieu de terrain qui marche sur l'eau. Là, je comprendrais effectivement que tu veux pas trop faire changer, mais il marche pas sur l'eau, quoi. Donc non, effectivement, il a pas sa chance et on espère un peu tous quand même au moins le voir sur une série de 1, 2, 3 matchs pour voir ce qu'il donne dans un contexte de match de championnat.
Ok. Après, c'était un peu le cas à Nice aussi. Hein. On n'a jamais donné sa chance. C'était un peu bizarre le cas de Nguessan chez nous. Même Ouais. si on joue pas dans la même sphère, dans les ambitions et tout, mais c'est un mec qu'on n'a jamais vu, quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans le profil, pour un peu expliquer, c'est qu'à Metz, lui, si on doit mettre quelqu'un sur le banc pour faire jouer Nguessan aujourd'hui, par rapport au match de Nice, hein, pour avoir des comparaisons, il serait quelqu'un qui remplacerait un Danlé Jean-Jacques ou un Lamine Camara. Il est plus dans ces eaux-là aujourd'hui. Le fait est, c'est que comme j'expliquais, Camara, Metz mise beaucoup sur lui. Jean-Jacques, c'est la continuité de la saison dernière. Ça fait que c'est un peu assez compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, mais pour moi, il n'y a aujourd'hui aucun truc qui devrait l'empêcher de moins le tester, quoi. On a une petite question de Nissar d'État que je salue qui demande ton avis sur le nouveau logo du FC Metz. Voilà, rapidement. Est-ce que c'est une réponse assez claire C'est assez que j'ai explicite, ici hein, mais Non, mais bon, après, je peux. Bon, c'est un peu là mon côté. Comment dire comme je travaille dans une agence digitale, c'est un peu mon côté professionnel qui va rentrer en compte. Bon, le fait est, c'est qu'effectivement, le nouveau logo, il permet beaucoup de choses au niveau marketing parce que tu peux mettre sur beaucoup plus de supports, il est assez évident. Quoique, quand même, non, mine de rien, c'est un logo où il y a juste la croix de Lorraine dessus. Vous pouvez voir quand même que la Ligue s'embête chaque journée à devoir mettre un fond de couleur derrière le logo parce que sinon, voilà. Et aussi bien tous les autres clubs de France, puisqu'il faut mettre forcément un fond. Non, mais voilà, c'est ce côté où ils ont voilà, c'est un peu la mode un peu pour pas mal de clubs historiques de changer leur logo. Euh, Comme j'ai dit, je pense que plus les années vont passer, plus on va dire, la question sera définitivement évacuée. Ils ne reviendront pas en arrière dessus. Mais voilà. Après, c'est la manière dont ça a été fait qui aujourd'hui encore reste un peu en travers de la gorge pour beaucoup de monde. Et le fait aussi que, par exemple, vous voyez ce magnifique animal que l'on a ici, le graouli, qui est un peu, comment dire, une légende un peu du côté de Metz et était un peu poussé du coup en dehors du logo. C'est le petit point qui effectivement, voilà quoi, un peu crée ces petites tensions entre les supporters et la direction messine. merci pour cette réponse en tout cas. Le match, on a parlé de la titularisation de Boudaoui, mais également le maintien autour de Jordan Lotomba, Anto. Il y avait cette question autour d'un choix fait par Farioli et de l'adversaire, de se dire que peut-être que Attal était plus fait pour jouer contre un adversaire jugé plus faible, Lotomba contre un adversaire jugé plus fort, voire de même niveau. Lotomba semble avoir quand même pris l'ascendant sur Youssef Attal sur ces dernières semaines. Quel est ton avis là-dessus? Je sais pas trop s'il a pris l'ascendant. J'ai plus l'impression que c'est une rotation en fait, où tu joues à la limite de numéro 1, ce qui est pas déconnant en soi parce que les deux sont à un niveau pas proche, ouais, si assez proche quand même. Je préfère Youssef Attal personnellement, mais je comprends Jordan Tomba, il est assez bon quand même ces derniers matchs. Après, est-ce qu'il a pris l'ascendant? On verra dans la durée parce que pour l'instant c'est difficile de juger. Mais moi je pense plus que c'est une concurrence saine où tu fais un match chacun et tu vois où ça va. Ça permet à Attal de souffler en plus, donc pourquoi pas. On reviendra plus tard justement sur le couloir droit qui a, je pense, animé les débats dans la communauté de l'OGC Nice parce que comment parler du match de Lotomba sans évidemment évacuer celui de Gaëtan Laborde. Déjà peut-être chronologiquement le but parce que on n'a pas assez parlé du but. On a, je trouve, vraiment beau but, un relais trouvé par Boga, Thuram qui trouve Melvin Barr dans la profondeur et Melvin Barr d'un centre au 6 mètres trouve Hicham Boudaoui qui s'est projeté et qui a ouvert le score. 1-0, Matt, ce but, c'est peut-être dans le mouvement le plus beau depuis le début de saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un but comme ça. Putain, j'allais te demander, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un aussi beau but dans le jeu? Alors, je sais pas, peut-être que les Messins vont halluciner qu'on pense ça, mais vraiment, un but aussi. Issu d'un mouvement, en fait, qui résulte de... Collectif. Ouais, Puis c'était l'intention. Je veux dire, il y a aucun moment dans la combinaison où on a l'impression qu'il y a un doute dans les joueurs, il n'y a pas un contre favorable, il n'y a pas de coup de chance. J'ai envie de dire, c'était prévu. J'ai l'impression que je sais pas si ça a été taffé, mais on a vu plusieurs triangles entre Boga, Thuram et Barr.
J'ai l'impression de sentir une complicité entre ces trois-là. Et là, pour le coup, le décalage qui est fait, et le centre, je crois que c'est en une touche de barre, mais ça fait des lustres qu'on n'a pas vu. Le gym jouer autant en première intention, être aussi délié, et le fait que ce soit Hicham Boudaoui, qui vient tout juste d'être rajouté dans le 11, qui soit à la conclusion, c'est, j'ai envie de dire que c'était une récompense. Moi, honnêtement, je, je, je voyais le vieux 0-0 horrible se profiler. Je me suis dit, putain, en fait, peut-être que cette équipe a trouvé le déclic. Alors, peut-être que c'est le cas, hein, mais peut-être que ça prendra encore beaucoup de temps pour être amené à renouveler ça, parce que malheureusement, le but a beau être magnifique, c'est un peu la seule éclaircie du match. J'ai pas le sentiment qu'on ait été capable de reproduire ce décalage du bloc adverse. Quand bien même, je savoure quand même ce but qui, en plus, nous rapporte 3 points et qui est l'œuvre peut-être encore du meilleur niçois hier soir, Melvin Barr, qui fait un début de saison stratosphérique comme l'avait prévu l'oracle Pancho. Mais en fait, j'espère que ce but va en appeler d'autres, parce que c'est comme ça qu'on trouvera la solution en fait dans la plupart des cas. Anto, ce but, il vient aussi à un moment, et surtout après le match de Brest, où on n'avait pas réussi à trouver la solution, où on manquait de spontanéité, on manquait de vitesse. Là, comme l'a dit Matt, c'est une action en une touche, un centre venant de la gauche, qui rappelle aussi les nombreuses critiques autour de Melvin Barr. Là, on a l'impression que Melvin Barr, de par ses prestations, de par sa régularité depuis le début de saison, s'il arrive à stater encore plus, c'est bien aussi, c'est une très très bonne chose pour lui, qu'il arrive à aussi être présent offensivement, et ça vient concrétiser déjà un très bon début de saison de sa part. Pour un joueur, en l'occurrence Boudaoui, qui a tout approuvé sur ce début de saison-là et qui confirme aussi que, il faudra le compter dans cette rotation, que ce soit milieu droit 6 ou 8, il est toujours là, mais peut-être déjà sur le but, le mouvement, ça fait plaisir de voir un but comme ça. Ah, carrément, franchement, tu as tout dit sur Barre. C'est très très bon pour lui. Et globalement, même sur l'action, en fait, moi, il y a un truc qui m'a énormément marqué, et c'est la position de Youssouf. Et je trouve que c'est la seule fois du match où on a retrouvé Youssouf à 25 mètres du but adverse. Et bizarrement, c'est lui qui est de départ de l'action qui passe le ballon à Boga. Bon, après, Boga a son petit éclair comme d'habitude. Mais en tout cas, c'est lui qu'on retrouve au départ de l'action. Et c'est assez marquant, en fait. C'est que c'est la seule fois du match que ça arrive. Et bizarrement, on marque. Alors après, tout est parfait techniquement. C'est une chose qu'on a très peu connue à l'OGC Nice. Des fois, tu aurais eu la remise de Thuram qui serait partie au poteau de corner, le centre de barre au troisième poteau. Là, tout s'est bien ficelé et ce but est juste sublime, en fait. Ouais, effectivement, un but magnifique, ça a fait plaisir. Tu as parlé de Youssouf, alors j'aimerais avoir votre ressenti, peut-être le tien déjà, Matt, dans un premier temps, de son match. On le voit enchaîner les prestations, il a sorti de très très bons matchs. Mais j'ai du mal, moi, à titre personnel, à juger de son match. Tu vois, tu parlais en off là tout à l'heure, Matt, du match de Lotomba. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera en long et en large du couloir droit de l'OGC Nice, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Mais quel est ton ressenti sur le match du Youssouf ? Un peu comme Brest, j'en ai pas vu assez. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait fait régner sa loi au milieu de terrain. Défensivement, c'est solide. Mais avec le ballon, je trouve qu'il atteint trop peu. Il fait trop peu progresser le jeu par la passe. C'est 99% du temps s'appuyer sur Todibo, Dante quand il est accessible, ou les latéraux. Et même, je ne l'ai pas retrouvé aussi prépondérant dans le positionnement global de l'équipe, plus haut sur le terrain, et le pressing qu'on pouvait appliquer à nos adversaires. C'est lui qui était vraiment déterminant, parce qu'il allait des fois chercher les relais très très haut, quasiment jusque devant la surface. Et là, ça fait 2-3 matchs qu'on le voit vraiment plus bas. Donc, défensivement, ça reste solide. Et il ne faut pas oublier aussi le tir qui l'arrête en première mi-temps, il me semble. Je pense que Boulka est dessus, mais oui, il veille au grain.
pas tant, hein, parce que Boulka anticipe un peu la sortie aérienne. Il se replace à ce moment-là. La frappe, pour moi, était pas est mal négociée par les Messins. Pour le coup, ça pouvait vraiment faire action de but et j'ai l'impression que. Enfin, là, il a vraiment tiré à l'endroit où il y avait le moins de chances de marquer et c'était sur Youssouf, qui était bien placé, mais pour moi, ça sauve pas son match, ça met pas assez en lumière ce que doit pouvoir produire le milieu de terrain de l'OGC Nice. Nisser De Deta toute nous dit façon, au sujet de Youssouf, il prend aucun risque, c'est dommage car il est capable de chevaucher. Et je te rejoins Matt sur un point, c'est qu'il y a quelques semaines, on le voyait très régulièrement venir harceler le, le joueur qui était en possession du ballon. Et comme tu l'as dit Anto aussi, c'est un régulateur. C'est-à-dire que si Youssouf est haut, le bloc est censé être haut. Et si Youssouf est plutôt bas, eh bien, on va dire qu'il y a une intention derrière. Alors, est-ce que c'est des consignes? Est-ce que c'est physique? Parce qu'on a vu que contre Brest, c'était un peu compliqué aussi physiquement. Donc, ouais, Anto, t'en penses quoi? Non, je pense que il y a une chose que tu as dit importante, je pense que c'est des consignes. En réalité, je pense que Youssouf, on est tous d'accord pour dire qu'à la passe, c'est pas le plus grand casseur de ligne qu'on ait connu à Nice. Et qu'il y en a des bien meilleurs dans l'effectif, notamment Boudaoui. C'est pour ça que beaucoup le demandent. C'est que tu sais qu'il est quand même moins bon à la passe que certains. Et j'ai plus l'impression que ce mec-là, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est être pressé, passer ce mec, le premier mec, et ensuite courir. J'ai l'impression que c'est là où il est le plus fort, en tout cas, et on l'a vu contre Paris et Monaco, bah, qui pressait haut. C'était l'avantage pour lui, c'est que ça lui donnait ses momentum, voilà, vous m'avez compris, mais le momentum là, et ça l'apportait beaucoup. Et là, malgré tout, Metz, dès qu'il perdait le ballon, il reculait énormément. Il y avait un petit pressing sur lui, mais quoi qu'il arrive, il n'aurait pas pu faire des chevauchés. Donc je pense que ça y fait. Et ensuite, défensivement pour le pressing, je pense pas du tout qu'on ait joué de la même manière, que ce soit contre Monaco et Paris, que contre Brest et Metz, surtout contre Metz. Parce que pour le coup, Metz, c'était tu récupères le ballon, t'envoies devant. Si ça passe, ça passe. Mais du coup, on a vu que ce soit Todibo, Dante ou Youssouf, il n'y a personne qui est sorti au pressing. De toute façon, ils n'en avaient pas besoin, donc c'est leur but. Et je pense que lui, il était beaucoup en couverture aussi de Dante au cas où que ça partait dans le dos. Donc je pense que c'est aussi beaucoup des consignes pour Youssouf. Est-ce que c'est le meilleur choix pour ce genre de match? Ça, je sais pas. On verra. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de voir autre chose. Pour l'instant, il est indéboulonnable au milieu, on a l'impression. Donc, à voir. Ça fait quoi à ce que tu disais la semaine dernière, Matt, par rapport au style de jeu du FC Metz, qui est l'équipe qui repart le plus loin, enfin du moins du gardien, il me semble que c'était ça que tu avais dit. Donc ouais, par rapport à la proposition de jeu, on a vu un OGC Nice en maîtrise, Socket, et comme tu le disais un peu tout à l'heure, le FC Metz, il n'y a pas eu cette fougue. Alors peut-être, j'analyse peut-être deux moments dans le match où Nice a laissé un peu plus le ballon, les 10-15 dernières minutes qui finissent la première mi-temps et le début de seconde mi-temps jusqu'à l'heure de jeu et les premiers changements où on se disait attention parce que là on perdait le ballon trop facilement, mais il n'y a pas eu... J'ajouterais la fin de match, Pancho, si tu permets, Ouais, aussi, où ouais. on n'a pas touché un ballon sur les 10 dernières minutes. Je vois l'occasion effectivement à ouais, 35 mètres. On a, on n'a pas le ballon, c'est vrai, sur les derniers matchs, mais en même temps, à chaque fois qu'on l'a, moi ce que j'ai apprécié vraiment dans ces moments-là, c'est qu'on était hyper calme à la relance, hyper calme dans le tempo. Il y a eu très très peu de déchets, et en même temps, c'est normal. Tu es à l'extérieur, tu as un stade qui est quasi plein, c'est normal qu'il y ait un moment de plus, mais en même temps, je nous ai pas trouvé en souffrance. Je sais pas comment tu l'as senti, Socket. Est-ce que peut-être que Metz était peut-être un peu résigné ou n'y croyait pas vraiment? Je sais pas. Non, mais c'est le fait que, encore une fois, à un moment donné, le football, c'est pas juste 11 mecs qui se débrouillent individuellement, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut que, par exemple, c'est intéressant quand vous parlez du fait que les, les joueurs de Nice avaient peut-être tendance à se dire que ils pouvaient facilement relancer le jeu, par exemple, depuis leur gardien, sans trop ressentir de pression. Et c'est ce qu'on nous, on voit du stade. C'est-à-dire que nous, on attend justement que cette équipe de Metz, à un moment donné, presse un peu, surtout quand tu es mené 1-0, qu'à un moment donné, tu arrêtes de rester derrière parce que tu as peur de te faire prendre en profondeur. Je veux dire, en fait, c'est un peu le sentiment que j'ai de manière générale sur les matchs de Metz, mais en restant sur ce match-là, le fait qu'à un moment donné, tu joues avec la peur constante, quoi. Et même quand tu es à 1-0,
et que tu dois revenir dans le match, tu n'as pas envie de lâcher les chevaux. On sent que le pressing collectif, c'est très timide. C'est l'affaire de 2-3 personnes, mais on ne sent pas l'idée globale où, par exemple, même ceux de derrière, en fait, tout part de derrière, de toute façon. Enfin, tout doit partir de derrière, en fait, quand tu veux faire un pressing collectif. C'est ceux de derrière qui poussent tout le monde derrière pour dire on y va. Et là, ils ont un peu peur, en fait. Et donc, ils n'y vont pas. Même si je voyais Bologna qui, sur le banc touche, disait à ses joueurs de monter, tu sens que les joueurs, ils n'ont pas du tout l'état d'esprit. Alors, est-ce qu'ils sont résignés? Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense aussi qu'à un moment donné, comme je l'ai un peu expliqué, à trop être reposé sur des joueurs pour te sauver, tu n'as pas assez pris conscience qu'il faut que tu bosses ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, Nice pouvait relancer plutôt tranquillement. Et effectivement, le sentiment que Nice n'a pas été non plus immensément inquiété. Et ils ont juste fait sur tous les points un peu mieux que Metz, voire même mieux que Metz, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette inquiétude qu'on a pu ressentir, même sur la fin de match, au final. Ouais, effectivement. Il y a eu quand même quelques erreurs de relance, mine de rien. J'ai en tête cette touche de Melvin Barr. Je crois que c'est en première mi-temps où il relance le ballon, vraiment une touche parfaite hein, dans la course du Messin. Il y a eu aussi quelques petites approximations techniques. On a senti peut-être, surtout pour terminer la première mi-temps, un peu de suffisance par moment. Matt, c'est ce que tu sous-entendais aussi dans la fin de match. Un peu de fatigue. Comment est-ce qu'on peut l'analyser selon toi? Je sais pas si c'est de la fatigue. Si c'est de la fatigue, j'espère que la trêve va faire du bien. Mais pour moi, notamment les actions, parce que je pense que j'ai au moins un exemple par joueur de cette phase de jeu-là dans le match. C'est quand on a un joueur qui prend le ballon et qui, par la course, peut tenter une chevauchée justement pour faire mal au bloc messin. Systématiquement, on avait l'impression qu'il courait à 50-70%. Et systématiquement, le messin revenait, mettait un coup de physique, reprenait le ballon. Et on finissait avec un Niçois à terre. Donc je sais. Manquait soit de l'envie, soit vraiment du jus et ouais, de la fraîcheur physique, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'on faisait mal par la course, par le décalage. On n'avait pas l'impression qu'on pouvait exploiter les différences qu'on faisait. Anto, ton ressenti par rapport à ça, il y a eu de l'inquiétude. On a fait un space à la mi-temps, justement sur Twitter pour revenir un peu auquel tu as participé justement. Et notamment, Flo parlait voilà, d'inquiétude et disait que il ne retrouvait pas l'OGC Nice du début de saison. Il parlait même de l'une des pires premières mi-temps, il me semble, pour le citer. Donc peut-être un peu un peu trop de catastrophisme pardon, de la part de Flo là-dessus. Mais oui, peut-être, c'est peut-être un peu aussi le risque de jouer de cette manière-là, c'est que par moment, peut-être tu t'endors un peu du fait de ne pas mettre de rythme et de ne pas faire de différence, bah tu peux créer du déchet et t'exploser, quoi. Non, bien sûr. Après, déjà, il faut remettre quand même en contexte. Je pense qu'on l'oublie très vite, mais ça fait 3 mois qu'on travaille avec un coach, un nouveau coach. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont changé finalement, mais ça fait 3 mois qu'on travaille avec ce coach-là. Donc, on a quand même, parce qu'on a beaucoup d'attentes et parce que ça marche et qu'on a envie que ça aille encore plus loin. Et je pense que tout le monde en rêve un peu au fond de nous après ce début de saison. Donc, je pense que ça y fait aussi. Mais je pense que les meilleures équipes qui se sont montées dans tous les championnats réunis, c'est des mecs qui d'abord défensivement sont impériaux et ensuite derrière tu développes offensivement. Je pense on a encore énormément de progrès à faire. On fait exactement la même chose tout le match. Pour moi, on change très peu de choses dans ce qu'on fait. Le seul qui t'amène un grain de folie, c'est Boga parce qu'il a cette qualité technique et cette rapidité qui est capable de le faire. Donc, bien sûr, on s'ennuie un peu. Est-ce que c'est la pire mi-temps? Je pense pas. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu dur. Et un point aussi que moi j'ai trouvé très bon, c'est que quand tu fais des couilles comme la touche de barre ou des pertes de balles, il y a tout le monde qui se bat comme des chiens pour récupérer le ballon. Et ça, c'est très important. Je suis très partisan du fait que quand il y en a un qui fait une couille à 50 mètres du but, c'est pas à cause de lui que tu prends le but. Tout le monde doit se battre derrière pour essayer de récupérer le ballon et des fois ça arrive pas. Et là, pour le coup, tout le monde se bat et du coup, tu es très, très rarement en danger. On n'a pas été en danger du match, tu vois.
Ouais, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. On oublie aussi qu'il y avait une forme de pessimisme ambiant dans la communauté à la nomination de Francesco Farioli. Mathématiquement, le début de saison, il est quasiment parfait. Je sais pourquoi tu souris, Matt, mais tu ne vas rien dire. Non, c'est pas ce soir, pas ici, pas maintenant. Mais effectivement, mathématiquement, il y a déjà, c'est, on va dire, quasi parfait. 16 points récupérés sur 24 possibles. On voit des préceptes, on voit du jeu, on voit une communication déjà qui est transparente, qui est rassurante de la part de Farioli. Et c'est vrai que il y a du potentiel, il y a une volonté, je pense, de faire effectivement la meilleure saison possible. Hein, ça va de soi. Euh, alors, lorsqu'on parle du match, tu l'as dit Matt dans ton introduction, euh, il faut qu'on soit positif, mais il faut aussi qu'on soit réaliste. Et en étant réaliste, offensivement, ça a été compliqué. Boga a fait son match, je trouve. Il a été Ouais. intéressant, même si je pense et j'aurais espéré qu'il tente un peu plus, surtout quand il fait ses différences intérieures. Voilà, peut-être lâcher deux, trois pralines et tenter de marquer. Mais alors, par contre, le match de Terem Moffi et de Gaëtan Laborde, alors, on va les isoler, hein, mais peut-être dans un premier temps celui de Terem Moffi. Très très compliqué. L'impression, surtout sur la première mi-temps, parce qu'il sort à l'heure de jeu, que chaque défenseur central qu'il a sur le dos fait une masterclass à chaque fois qu'il le joue. On a vu ça contre Brest avec Lilian Brassier. Je ne sais pas qui était sur lui, je ne le connais même pas le défenseur central de Metz qui était sur lui. C'était qui, Socket d'ailleurs? Bah attends, parce que si c'est axial, il était quoi plus. Attends, je vais vérifier. Il était plus sur le côté. C'est souvent Kandé qu'il avait sur le Ouais, dos et Candé. qui masterisait, Si ouais. c'est à la gauche, si c'est à la gauche de Metz, c'est Candé. Si c'est à la gauche de Metz, ouais. Voilà, un match compliqué, dos au but, dans les petits espaces, dans les transmissions. On a déjà vu ce type de match de la part de Terem Moffi. On ne remet pas en cause ses capacités qui sont énormes. Mais par contre, par rapport à l'opposition, par rapport au jeu avec ballon, on l'a déjà dit ici, c'est compliqué. On a vu un Guessant rentrer plus tôt aussi. Alors, faut-il y voir aussi un message? Est-ce que c'était prévu? Voilà, Matt, ton ressenti par rapport, on va dire, globalement à la prestation de Moffi? Et est-ce que tu es inquiet tout simplement pour Moffi et le 11 de l'OGC Nice pour cette saison? Alors, inquiet, pas du tout. Par contre, j'aime bien le retour de Socket pour savoir ce qu'il a pensé de notre attaquant à 30 patates. Parce que c'est Ah aussi bien non. d'avoir un regard extérieur sur ça. C'est- J'ai beaucoup de mal qu'on rappelle à chaque Ah fois qu'il a ouais. coûté 30 millions. Ah non, s'il te plaît, pas toi. En vrai, en Après vrai, tout ce que t'as fait. en vrai, ça va commencer à devenir un sujet et j'en parlerai, mais dans l'impact physique en tout cas, là où il est censé être dominant, moi j'avais demandé qu'une chose après le match contre Brest, c'est qu'il soit meilleur au duel avec Laborde. J'avais pas demandé 100 trucs, tu vois, je m'étais pas attendu à une révolution tactique. Laborde a gagné, je crois, 65-70% de ses duels. Je crois que Terem Moffi, on est autour des 12-20%. Donc c'est cataclysmique une fois de plus. Bon, j'aborderai le pourquoi du comment peut-être dans le petit focus que j'ai préparé sur Monsieur Terrain, mais je veux bien l'avis de Socket sur ce joueur, Mm. parce qu'il avait justement un peu, je pense, l'habitude à Metz de ces joueurs qui pèsent beaucoup devant, qui font beaucoup de choses, qui travaillent énormément. Je pense que Mofi à Metz, c'est une machine à but, et malheureusement, chez nous, on n'en bénéficie pas à son plein potentiel. Machine à but, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la philosophie défensive messine est effectivement d'essayer d'encadrer le plus possible le numéro 9. C'est pas pour rien non plus que, par exemple, le match d'avant à domicile contre Strasbourg, Emega aussi avait été pas mal contenu. Donc en fait, Metz arrive plutôt bien à contenir les numéros 9 de manière générale. Le fait est, c'est que Metz joue en très bas, laisse peu de possibilités, hormis l'exception du but. Mais le but, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est une. Il y a un truc qui s'est passé d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que vous parlez du but. Mine de rien, il y a eu un petit truc très marrant sur le but que vous avez marqué, c'est qu'il y a eu ils ont interchangé entre guillemets les joueurs, leur vis-à-vis. Ce qui fait que d'ailleurs les Messins se sont pris les pieds dans le plat. Mais de manière générale, en tout cas, le 9 adverse, quand Metz là, je le tiens bien, mais du coup laisse beaucoup plus de possibilités aux autres joueurs. Mais effectivement, Mofi, oui, c'est. Moi, je pense, de toute façon,
Je vais vous dire clairement, je vais donner le secret qu'il y a quand vous jouez contre Metz. Hein. Ce que d'ailleurs, par exemple, Lens n'avait pas fait, et ils l'ont payé un peu aussi quand on a joué chez eux, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez des mecs qui défendent dans la surface comme ça et qui marquent votre 9, bah, vous demandez juste à vos milieux de terrain de prendre, et d'ailleurs Boga aurait pu faire aussi un peu plus, prendre des risques et de frapper à l'extérieur de la surface par exemple. Parce que finalement, là, Mofi, je suis d'accord, c'est que Mofi, en fait, n'a pas un rôle d'impact en sens il va marquer des buts ou il va créer des actions. Par contre, sa présence inquiète. Elle inquiète sa présence. Et dans la philosophie Messine défensive, il y a une vraie inquiétude sur le numéro 9 adverse. Ce qui veut dire que donc, si Mofi met de la pression sur eux, ça laisse la possibilité au milieu adverse de se mettre dans des entrées de surface. Vous avez des joueurs qui peuvent peut-être déclencher, et c'est là où en fait Metz se retrouverait totalement impuissant, quoi. Mais justement, avant que Anto tu puisses répondre et donner ton ressenti un peu sur Mofi, justement, ces joueurs, on les a pas. Ou alors on les a, mais ils enclenchent pas. Boudaoui ne tire pas de loin. Thuram, ça peut lui arriver, mais c'est souvent très mou. Sanson ne le fait pas non plus. Youssouf, Laborde devrait le faire. Laborde devrait le faire, effectivement, mais en même temps, Laborde, quand il se retrouve aux 25-30 mètres, c'est régulièrement pareil. Il part de l'extérieur pour entrer sur l'intérieur, crochet gauche, et là, c'est soit, on va dire, une passe cachée ou un tir. C'est très prévisible, en fait. C'est pour ça que j'attendais peut-être un peu plus Boga aussi dans la prise d'initiative, le dépassement de fonction. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que Boga, à chaque fois qu'il est rentré, j'avais l'impression qu'il avait cette intention de frapper et Metz sortait beaucoup sur lui. Et il lui bloquait vraiment sa ligne de frappe. Et c'est pour ça qu'il souvent il décalait la board. C'est d'ailleurs de là que Pour, vient le but. Hein. Pour le coup, c'est Boga qui pénètre avec vraiment l'intention de frapper, qui trouve cette passe un peu masquée pour Thuram, qui met un décalage splendide. Et du coup, tout le bloc messin est hyper compact dans l'axe parce qu'ils craignent justement le tir de loin. C'est pour ça que voilà, je dis que Mofi fait pas un bon match, mais sa présence en fait inquiète. Et normalement, effectivement, c'est là où les autres sont censés prendre le dessus. Je reparle toujours du match de Lens, parce que Lens, c'est un bon exemple. Lens avait un peu un point commun par rapport à vous sur le fait que Lens avait justement des ailiers aussi qui étaient très embêtants également. Mais par contre, Lens n'a plus ce joueur qui déclenchait ses frappes à l'extérieur. Genre un Seko Fofana, par exemple. Un mec comme Seko Fofana, vous avez un joueur, on se profilait, imaginons, qui prend ce risque de frappe. Là, tu es défenseur de Metz, tu es dans ta surface. Qu'est-ce que tu vas faire contre le. Il faut juste que tu réussisses à attirer le plus de joueurs messins dans leur propre surface. Et donc voilà, donc Boga était pas forcément obligé d'être celui qui déclenche les frappes, mais aurait pu être celui qui effectivement pousse cette défense messine à se recroqueviller dans la surface. Et après, il aurait fallu trouver effectivement quelqu'un. Et là, je suis peut-être d'accord avec vous sur le fait qu'un Laborde aurait dû avoir plus de poids. Parce que, à mon sens, voir Laborde un peu dans cette position d'ailier, c'est pas que ça me gêne, mais c'est gênant. Et surtout que, bon, il a un pied aussi. Dans cette configuration de match, c'est là où tu te dis, non, mais en fait, c'est pas. Il y a un truc qui. Et donc, lui aurait pu effectivement être celui qui fait une différence en entrée de surface, par exemple. Ouais. Anto. Bah écoute, il y a un point qui est hyper intéressant et que moi je voulais amener justement sur la table. Alors, déjà, je vais commencer. Je ne défends absolument pas Terem Moffi sur son match. Je ne le trouve pas bon non plus. Par contre, cependant, je pense que c'est pas que de sa faute et c'est même beaucoup de la faute des autres. Ou de Farioli, entre autres. Déjà, on demande à un attaquant qui n'a jamais eu l'habitude de jouer comme ça et qui n'a peut-être pas les qualités pour jouer comme ça en décrochage, de le faire tout le temps. Parce que je sais pas, Matt, peut-être que tu as la stat de combien il l'a fait. Est-ce que tu veux que je te fasse Ouais, une rapide présentation des stats? J'ai Bien sûr, je vois bien, c'est important. Ok, sur 35 ballons qu'il a pu jouer, il en a touché 23 dos au jeu. Donc déjà, juste pour qu'on se représente un peu le volume. Globalement, c'est des passes à 20-25 mètres qui viennent de Todibo très très régulièrement. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'il en fait de ces ballons? Sur les 23, il a fait 10 remises. Il y a 11 fois, il a contrôlé pour essayer de se retourner et passer en conduite de balle. Et 2 fois, il a joué en déviation. Donc déjà, du jeu en déviation, on se doute que vu ses qualités techniques, c'est peut-être un peu trop précis, trop fin pour lui, mais tu vois, il s'entête pas avec ça. Mais tu sais quoi? Mais je pense même qu'il pourrait être meilleur en jeu en déviation que lorsqu'il garde le ballon. Alors, en fait, c'est exactement de là que ça vient. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal à dédouaner Terem Moffi. Il y a des trucs pour le dédouaner. Pour moi, il n'y a pas assez de mouvement des 2-8. Quand il vient vers le ballon, ça ne déclenche pas assez. Youssouf ne se propose pas suffisamment. Je crois qu'il n'a remis qu'une fois la balle sur Youssouf. C'est criminel quand c'est ton 6 qui tente le jeu, ne pouvoir
remettre sur lui qu'une seule fois, c'est faute professionnelle, il n'y a pas de souffle. Et surtout, en fait, sur ses conduites de balles, ça représente, sur 11 conduites de balles tentées, c'est 8 pertes de balles. Ah ouais. C'est énorme. Après, il C'est contrôle à énorme. 3 mètres aussi déjà. Voilà, là je vais l'enfoncer un peu. C'est vrai qu'il fait des contrôles à 3 mètres de lui. Ce qui est beaucoup plus difficile pour faire une conduite de balle. Mais déjà, c'est hyper intéressant, merci. Et donc, dans tout ça, tu vois, on lui demande énormément de faire ça. On sait que c'est pas ses qualités premières. Ben, change, amène quelque chose d'autre. Demande à tes milieux peut-être de venir plus dans le jeu pour aller orienter quelque part d'autre. Demande à Jérémy Boga de venir un petit peu avec sa qualité de technique et de passe aussi, de venir un petit peu décrocher à Gaëtan Laborde, qui est peut-être censé être un peu meilleur là-dedans, de venir décrocher. Jamais! Et ça n'arrive jamais. Tu fais ça et en plus, tu ne changes jamais ton jeu. Tu fais toujours la même chose. La seule fois où j'ai vu un long ballon sur la board pour qu'il ait dévié de la tête, c'est pour Evan Guessant. Donc Terem Moffi était déjà sorti. Ce n'est pas normal. Oui, mais Utilise-le comme il sait le faire. c'est dans un registre de jeu aussi. Là, je vois très très bien l'action dont tu parles. C'est dans un registre aussi où Mofi aurait pu faire exactement la même chose que Guessant, puisque c'est dans un registre où on est en transition, c'est sur un long ballon, et c'est comme ça aussi que Mofi exploite à fond Oui, ces capacités-là. Or, non, mais ça, je suis d'accord. là, pour moi, tu peux pas prendre cet exemple-là pour dire, regarde. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, la board est très très intérieure, est très très intérieure. Et à chaque Ils ont fois, interverti, hein. et Avec Guessant, ouais, il est Guessant, très ils ont proche de carrément Guessant. interverti, hein. À un moment, c'était Guessant qui était coté et Laborde qui occupait l'axe. Ça n'a pas duré longtemps parce que Laborde est sorti dans la foulée. Et ça a été le moment où Guessant était le plus intéressant pour moi aussi. Mais justement, pourquoi en fait tu n'amènes pas de temps en temps la board et ton 8 par exemple qui va chercher le côté droit pour combiner avec Mofi? C'est complètement, enfin, je trouve ça complètement débile en fait. Et en plus, tu ne changes jamais. Si tu fais toujours la même chose, forcément le défenseur il s'y attend. Le défenseur il colle Mofi, il va lui taper dedans quand il va essayer d'avoir le ballon. L'autre il va contrôler à 3 mètres, tu récupères le ballon ou ça casse l'action, peu importe. Mais c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a aussi pas mal de, comment dire, de manque de lien aussi entre les joueurs, d'automatisme. Parce que finalement, c'est Boudaoui qui est, on va dire, 8 axe droit. On n'a pas vu Lotomba. Combien de fois Lotomba a apporté dans l'axe, dans l'intérieur, comme il a pu le faire sous Digard? Combien de fois a-t-il débordé pour apporter un surnombre? Combien de fois a-t-il combiné avec Sanson et Laborde? Finalement, il ne l'a pas fait. Je trouve que dans son ensemble, en fait, tout l'axe droit, Boudaoui a fait son match, mais pas avec les joueurs du couloir droit. Il n'y a pas eu de lien. Alors qu'on l'a eu avec Boga, on l'a eu avec Barr, on l'a même eu avec Thuram, même si son match est peut-être un peu compliqué. Mais on savait pertinemment que ça allait se passer comme ça. On s'en doutait tous parce qu'on a suivi ce début de saison-là. Et bon, voilà, je sais pas trop. Laborde, constamment sur un côté. Buonanni qui fait ses rentrées, mais bon, hormis le fait qu'il ait fait danser un défenseur dans la surface, salement, ben, c'est timide. C'est timide, je trouve. Euh, Ah, et en même temps, je repense aussi à ce que disait Socket, à savoir, ben moi j'ai trouvé bon Guessant, voilà, sur ce match-là. Et peut-être que le fait qu'il était plus libre, plus disponible, est lié au fait que bah, tu t'es frappé un terrain Mofi pendant 1 heure de jeu. Donc déjà, peut-être, qu'est-ce que vous avez pensé des entrants, à savoir Buonanni et Guessant? La question, c'est pas est-ce que ça va bouleverser la hiérarchie, mais est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose de différent, selon vous, qui aurait pu être vu plus tôt dans le match? bah, clairement, Buonanni. Enfin, c'est pas pour charger la board, mais c'est vrai qu'on aimerait voir un autre profil que la board, au moins sur un match ou deux, pour voir ce que ça peut donner. Peut-être qu'on se trompe, pour beaucoup on se trompe, moi le premier, je serai le premier à l'admettre, mais je pense qu'on a besoin d'un autre profil que la board. Donc Buonanni, j'aimerais voir un peu plus, ou Baldé, peu importe, mais quelqu'un d'autre. Son entrée, elle est moyenne, elle est moins terrible que contre Brest, je trouve. C'est un peu mieux, c'est plus... il est plus dans la recherche de faire le jeu. Alors ça marche pas, mais des fois, c'est aussi par rapport aux autres, ça combine mal, mais en tout cas, c'est un peu mieux. L'entrée de Guessant est bonne, mais c'est pas non plus l'entrée du siècle, pour moi. Après, globalement, on n'était plus dans. En plus, il est arrivé dans la période où on baissait un peu de pied et que Metz, pas prenait le dessus, mais essayait de revenir, donc ça y fait aussi.
Et la rentrée de Sanson, parce que c'est peut-être lui qui a joué le plus, pour moi, il n'a pas été beaucoup plus impactant que Thuram en première mi-temps. Je sais pas ce que tu en as pensé, Matt. Non, Sanson, je suis d'accord, son match, il n'a pas marqué le match de son empreinte. Même si j'ai bien aimé son positionnement par moment, très proche de Mofi. Euh, En fait, c'est con, tu vois, mais Mofi a pu remettre plus de ballons à Sanson qu'à quasiment n'importe qui d'autre à part Todibo. Enfin, qu'à Ouais, n'importe c'est qui vrai. d'autre à part Todibo. Donc, tu vois, rien que ça, c'est là que Sanson apporte aussi quelque chose. C'est qu'il aime être proche de ses offensifs, il aime vraiment jouer vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose dont plus de joueurs, je pense, doivent s'inspirer. Après, en ce qui s'agit de Guessant et Buonanni, j'ai beaucoup de mal à juger sa dernière entrée parce qu'il n'a pas assez joué pour moi. Là, il a eu un peu plus de temps, même s'il croquait par un gros temps faible de l'équipe. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à s'ancrer dans cette équipe. J'avais espoir qu'à côté d'un Boudaoui, on puisse voir quelques combinaisons, des différences dans des petits espaces. Ils ont essayé, c'est encourageant, mais après, je pense que typiquement avec un Guessant en pointe, je pense que c'est pas le registre le plus intéressant. Il lui faut quelqu'un de laborieux qui justement va capter l'attention des défenseurs, hein. Avec Laborde, ça fonctionnait pas trop mal l'année dernière. Avec Mofi, ça peut bien fonctionner selon moi. Donc les entrants, pas encore convaincants, mais je pense que c'est pas convaincant parce que, et là on va en venir au coach, il a créé un collectif, il a créé une équipe, mais il manque peut-être de leur insuffler un peu d'ambition. Ces changements, c'est beaucoup de poste pour poste. On a rarement l'impression que vraiment la, la physionomie de jeu de l'équipe va changer. J'aurais été très intéressé de voir une entrée d'un ailier à la mi-temps, à la place de Thuram. Et tu sais quoi, pour une fois que tu as 2-6 qui sont à profil un peu plus défensif, tu sais que tu as Boudaoui qui défensivement est très précieux, peut-être plus que Thuram et Sanson réunis. Tu pouvais, pourquoi pas, tenter un milieu à deux à plat. Je sais pas si ça a été travaillé, tu vois, mais j'aurais été curieux justement de voir et quelque chose avec, tu vois, peut-être un Laborde plus en rôle de peut-être faux 10 ou attaquant qui redescend un peu justement pour délester un peu Mofi sur ce plan-là. Bon, après, c'est pas ce qu'on a, mais j'espère qu'on va voir ce genre de changement. C'est peut-être un peu plus cette ambition dans le jeu. Pour ceux qui ont juste jeté un œil, cet après-midi, il y avait un club de la Provence, un peu plus à l'ouest, qui a joué. Eux, ils jouent avec 4 offensifs tout le temps, parce qu'ils ont un 10 là maintenant depuis qu'il y a Gattuso. Et c'est con, mais ils ont vachement plus de présence offensive, vachement plus de liant, parce que quand tu rajoutes un joueur, bah, les joueurs sont naturellement moins éloignés les uns des autres. Et ça fait beaucoup de différence. Et je pense que sur les 3 buts qu'ils mettent, les 2 buts qu'ils mettent eux, parce qu'il y a un but contre son camp, viennent notamment de la présence d'un joueur supplémentaire. Donc, tonton Francesco, mets-nous des attaquants, putain. Socket sur le match, est-ce que tu avais on va dire des choses à rajouter sur peut-être une ou plusieurs prestations individuelles côté messin et puis un élément peut-être que tu souhaitais évoquer ton dossier personnel sur cette émission. Bon, c'est quand même compliqué de ressortir un nom de cette équipe qui a été plus important que les autres. Moi, je trouve que il y avait quand même, c'était Ndoukidy qui faisait sa titularisation, on va dire que la première mi-temps d'ailleurs était assez bien. Quand même, il a fait 2-3 passes un peu clés. Il y a aussi un peu de récupération aussi. Mais il y a pas ce joueur qui est sorti quand même qui est quand même sorti du lot sur ce match-là. Le seul truc qu'il y a, un peu le dossier, si je pense le sujet qui un peu cristallise, notamment, il y a la question de l'attaque, hein, et ça ne changera pas. Lamine Camara, c'est un peu aujourd'hui, beaucoup de projecteurs sont sur lui. Parce que bon, si vous interrogez les Sénégalais, ils sont très hypés par Lamine Camara, parce qu'il est à son âge déjà appelé avec les A, la sélection A. Mais tu sens que c'est un jeune joueur qui est peut-être un peu trop tôt lancé dans le vif du sujet avec autant d'attentes. Et ça s'est vu sur son match, notamment offensivement, où on attend pourtant qu'il pèse beaucoup plus et il ne l'a pas fait. Donc, si je veux retenir un peu ce dossier de joueurs qui aujourd'hui est un peu marquant, c'est Lamine Camara qui n'a pas été vraiment dedans offensivement.
Et le reste, après, j'en avais déjà un peu parlé, le fait qu'individuellement, il n'y a pas cette arme miracle qui va te sortir des situations, la frappe sortie de je ne sais où. Donc non. Donc il y a plus de déception que de satisfaction sur ce match en tout cas. Moi, j'aurais une question pour toi, Socket. Il y a eu des sifflets quand Estupiñán est sorti. Oui. Mon avis sur le sujet? Enfin, il a quand même eu affaire à peut-être la meilleure charnière centrale de Ligue 1. Donc, j'ai trouvé le public assez dur, même si son match est vraiment pas. Enfin, il est médiocre, mais l'OGC Nice étant la meilleure défense de Ligue 1. Et je sais pas ton avis sur le sujet. Non, mais de toute façon, je pense que vous en avez aussi, vous êtes témoin aussi dans vos stades, enfin, à l'Alliance Riviera aussi, des gens qui ne comprennent pas qu'entre guillemets, le monsieur est envoyé dans une équipe, dans un système qui ne le correspond pas. C'est-à-dire que ce mec-là, et surtout, c'est qu'il vient après Mikotadze, qui, comme j'ai expliqué, est un joueur qui peut se démerder qui peut se démerder tout seul. Et lui ne peut pas. Lui, c'est un attaquant de surface. C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a quand même une incohérence dans l'histoire, parce que je vous parle d'un attaquant de surface, d'une équipe qui joue dans un bloc bas, qui n'a pas trop de porteurs de ballon vers l'avant. Grosse difficulté dessus. Pas trop de centreurs aussi pour l'avanceur. Donc en fait, c'est juste que le gars est parachuté dans une équipe où le style de jeu, malheureusement, ne lui convient pas, et je pense ne lui conviendra pas jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, c'est juste qu'effectivement, il n'a pas pu faire grand-chose dessus, indépendamment du fait que ce soit une très bonne défense. Dante Todibo, c'est pas ce sujet. Je pense qu'avec quasiment toutes les défenses de Ligue 1, il aura le même problème. Parce que indépendamment de ça, c'est juste que si tu n'as personne qui lui amène des ballons, le monsieur va faire des courses. Alors, ce qui est juste reproché des fois, c'est le fait qu'on attend un minimum de pressing. Mais bon, comme j'expliquais, le problème du pressing n'est pas individuel au FC Metz, il est collectif. Et c'est pas parce que lui le fait pas que, entre guillemets, c'est lui qui doit tout prendre pour tout le monde, quoi. Donc non. Donc c'est juste que tu passes après Mikotadze. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne se sont pas encore rendus compte de cela. Voilà. Ok, merci beaucoup. Anto, avant qu'on parle et qu'on dise deux mots sur le prochain match qui attend l'OGC Nice, à savoir la réception de l'Olympique de Marseille, ton dossier, le sujet que tu souhaiterais aborder, foot, hors foot, côté messin, côté OGC Nice. Mais comme je disais, s'il y a des Messins qui passent quand même là, moi je trouve, même si c'est vrai offensivement c'est nul, enfin Oui, vas-y, dis. c'est un peu compliqué, on va dire. Non, mais parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait fracasser. Donc maintenant, je modère mes Qui t'a propos. fracassé? Je vais lui parler. Le Brest, c'était l'année dernière, d'accord. Maintenant, ils sont promus de Ligue 1. Alors, je vous souhaite la même chose. Mais, non, mais même si offensivement c'est nul, c'est quand même vachement plus cohérent. Et une équipe que je voyais finir dernière avec 8 points à la fin de la saison, dans les 3 premières journées. Maintenant, je me dis, il y a un monde où, bon, déjà il y a Lyon, mais après il y a un monde où tu te sauves. Tu vois, donc c'est pas mal. Et sinon, sur Nice, une chose importante, putain, qu'est-ce que c'est bon, merde! On fait que se plaindre, mais putain, on est deuxième du championnat, on est derrière Monaco, on va jouer un derby où, d'après moi, on est favori. Et putain, ça fait kiffer. Voilà, c'est tout. Et ça, Arrêtons de tout le temps se plaindre, tout le temps, on se plaint tout le temps, c'est un truc de ouf. l'exigence du Voilà. supporter qui Oui, non, mais je comprends. qui je n'oublie comprends un pas peu, mais quand même. qui n'oublie pas qu'il y a 3 mois, je pense, il s'imaginait en Ligue 2 avec un entraîneur viré au bout de 2 mois. Mais effectivement, et puis alors, je pense pas que le ton soit globalement pessimiste et négatif dans cette émission, du moins. Non, pas dans l'émission. Hein, Non, mais en tout cas, voilà. c'est pas le but. Maintenant, c'est vrai que ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que on a gagné, on a été dans la maîtrise, mais offensivement, ça a été quand même un peu poussif, voire très poussif. Et c'est pas faute de parler de l'insertion de Terem Moffi dans ce 11, du fait que Gaëtan Laborde au poste d'ailier droit, c'est compliqué. Mais voilà, mais effectivement, tu fais bien de le dire, Anto, pour, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Matt, ton dossier, tes stats, voilà, c'est ton moment, vas-y, on t'écoute. Non, pas de stats. Pas de stats. J'hésite entre être un peu positif, un peu négatif. Tu peux être les deux, hein. Disons que je vais plutôt faire un petit témoignage de supporter de l'OGC Nice. Moi, depuis que ouais, je suis pas bien vieux,
Je donne un petit indice, je suis né juste après le dernier titre de l'OGC Nice. Peut-être je suis Comme charnois, moi. on ne sait pas. Mais donc, j'ai jamais vu l'OGC Nice nous faire des saisons avec énormément de buts. J'ai déjà fait ce coup de gueule il y a pas longtemps. Je crois que c'était l'année dernière, j'appelais ça de mes vœux, qu'on mette un peu plus de buts. Je veux qu'on aille taper 70 buts dans la saison. Je veux qu'on aille taper 75, 79 buts dans la saison. Je veux qu'on mette des buts. Je veux voir un OGC Nice. En fait, je veux voir 11 joueurs sur le terrain qui ont envie de marquer des buts. Parce que j'adore l'OGC Nice, c'est bien, c'est les valeurs du club. Là, certains un peu plus vieux que moi qui ont assisté à la remontée te diront que l'OGC Nice, c'est des vaillants sur le terrain qui envoient qui ont un peu des caramels, qui envoient du bois, des Cyril Roll, mais c'est pas que ça. Franchement, moi, de ce que j'ai vécu l'OGC, c'est pas que ça. On a aussi vu des joueurs, des très beaux joueurs avoir joué, des joueurs qui font vraiment tomber amoureux de cette équipe, qui font aller au stade. Et c'est con, mais le but quand même dans ce putain de sport, c'est de mettre le ballon au fond des filets. Donc, messieurs, n'ayez pas peur, ayez envie de mettre ce putain de ballon au fond des filets. Prenez votre chance, tirez, n'hésitez pas, faites-nous rêver parce que sans déconner, moi j'y crois, cette saison j'y crois, je pense qu'il y a quelque chose d'énorme à jouer et qu'on est à un petit pas grand chose offensif d'être vraiment de bousculer un peu les forces de la Ligue 1. C'est beau. Carrément. Ah, moi, je suis d'accord. Mais effectivement, Nissar d'État est d'accord avec toi. Je m'en fous d'être la meilleure défense. On veut des buts, bon sang. Effectivement, maintenant, j'ai quand même l'impression que Farioli est un pragmatique et il se cale aussi par rapport à l'équipe qu'il a en face de lui et à la dynamique du moment, etc. Je pense qu'il y a énormément de travail en amont et que l'objectif in fine, c'est le résultat. Mais mine de rien, tu vois, on a marqué qu'un but, mais je vais me répéter parce que moi, ça m'a quand même marqué. C'est la sérénité. C'est la sérénité. C'est sur cette fin de match, tu pouvais paniquer, tu pouvais rater une passe, ça ressortait Bouka, Todibo, Lotomba, clac, clac, clac. C'est vrai, il n'y avait pas un gros pressing, on ne se faisait pas énormément harceler, mais voilà, c'était serein, c'était clair, c'était net. J'ai pas eu peur. Et je pense que rien que me dire sur on va dire, les 10 dernières minutes où tu sais que ça va être un peu tendu, ça va pousser, etc., tu sois dans la confiance, eh bien je pense que déjà c'est que on va peut-être faire quelque chose. Maintenant sur le côté offensif, je te rejoins complètement, même si je ne pense pas qu'après ce match-là, on soit pour autant extrêmement rassuré. Anto. Tu vois, s'il y a une chose quand même qu'on peut redire, je crois que c'était dans ton émission justement dans le Club Pancho, où on avait eu un mec qui connaissait un peu Farioli d'avant, enfin je sais plus ce que c'était dans du club turc, donc voilà, mais qui disait qu'il avait un effectif qui était très moyen, voire assez faible, mais qu'il avait séduit par son jeu offensif, ce qui est assez dingue quand on voit les matchs de l'OGC Nice aujourd'hui. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il travaille pour justement progresser et être tiré vers ça? Ça peut être aussi notre optimisme de voir l'OGC Nice un peu plus offensif durant les prochaines semaines. Confiance en Farioli, confiance en Ghisolfi. Francesco Farioli. Moi, je voulais juste quand même qu'on parle d'un joueur. Alors, j'ai dit peut-être des bêtises, mais en fait, il a établi un record sur toute la Ligue 1. C'est Jean-Claire Todibo, 188. C'est le nombre de ballons touchés et c'est un record depuis que Opta existe, c'est-à-dire depuis la saison 2006-2007. On a loué les qualités du bonhomme, on a loué ses performances depuis son arrivée au club, mais que de progrès aussi, je trouve, à la relance. En l'espace de peu de temps, je cours, je long. Donc effectivement, bon, ça devient une habitude depuis l'association de ces deux joueurs de dire oh, la charnière a été incroyable. Mais je pense quand même qu'il faut préciser que oui, ils ont été très bons, mais en plus de ça, Todibo il est en train d'élargir sa palette et il est dans une dynamique où il peut aller très haut. Et on sait tous que ça risque sans doute d'être la dernière saison sous le maillot de l'OGC Nice. Ce serait absolument magnifique qu'il la termine. Pourquoi pas par un trophée, hein, sait-on jamais, peut-être qu'un jour... Qualif en Ligue des Champions. Ou une qualif en Ligue des Champions, un truc, ou peut-être qu'un jour on gagnera une finale, on sait pas, mais... Les deux, messieurs, les deux. On s'en bat.
Non, mais Pour, carrément, t'as raison. pour terminer qu'on tease un peu le derby, alors ça arrive dans 15 jours, mais on a très hâte de ce match-là. C'est le 21 octobre, samedi 21 Ouais. octobre, 21h, Nice-Marseille, déjà plus de 26 000 billets vendus. Donc ça, c'est, je pense, très très positif. Et c'est même, je me demande si c'est pas un record, autant de ventes de billets à un match qui a lieu dans 15 jours. Faudrait voir. Peut-être un guichet fermé, même si on sait que dans les 35 000 supporters, il y aura des touristes, naturellement, mais pas uniquement des supporters de l'OGC Nice, on peut vous le témoigner. Mais quand même, ce match concernera deux équipes qui ont fait pour l'instant un très bon début de saison. L'Olympique de Marseille qui a gagné cet après-midi, qui se retrouve, je pense, dans le top 5. J'ai le classement sous les yeux, 7e plus précisément. Voilà, avec son nouvel entraîneur, une dynamique qui commence à prendre, on va dire. Un match qu'on attend énormément, forcément, puisque sportivement, sur cette saison, pour l'instant, Nice est au-dessus. Messieurs, je ne vais pas vous demander un pronostic, parce que je pense qu'on est des chats noirs, du moins moi je le suis. Mais déjà, ce match, euh, est-ce qu'on a aussi le même sentiment qu'avec Monaco de se dire ça fait un moment que Nice et Marseille ne se sont pas retrouvés et que Nice a peut-être un petit ascendant. Alors c'était peut-être plus proche avec Monaco, mais avec Marseille peut-être un petit ascendant psychologique et mathématique aussi tout simplement du fait d'être pour l'instant deuxième de Ligue 1. Bien sûr. Après, ce qui est aussi très important, c'est aussi de regarder la dernière trêve qu'il y a eu. Et je trouve que c'est une chose qui a été peut-être un peu skippée sur Farioli, mais c'est la préparation pour les deux matchs qui ont suivi la trêve. Alors certes, c'était des matchs qui nous vont bien, Monaco et Paris, mais clairement, ils étaient préparés au top. Il n'y avait rien qui manquait. Contre Paris, tu prends 2 buts d'un des meilleurs joueurs du monde et qui en plus était bon contre nous. Il est un peu moins bon depuis, mais contre nous, il a été bon, en tout cas sur ses frappes. Mais sinon, globalement, c'était parfait techniquement. Et je me dis que on va avoir 15 jours pour travailler et que ça sera aussi parfait. Et voilà. Même pas peur en fait. Marseille, c'est quoi ce club? De plus, alors on l'a dit, hein, Thuram suspendu, donc potentielle titularisation de Hichem Boudaoui, et également Samuel Gigot, absent côté marseillais, donc Léo Balerdi titulaire, et on sait que c'est une excellente nouvelle pour l'OGC Nice, puisqu'à chaque fois que Balerdi a été aligné contre l'OGC Nice, hein, preuve en est, il s'est fait totalement aspiré, son âme a été aspirée par Amine Gouiri, il y a quelques temps, et puis par Bilal Brahimi, plus surprenant l'année dernière, Ouais. au Vélodrome. Matt, On a une putain de revanche à prendre. On a mangé 3-0 à la maison l'année dernière. C'est inacceptable. Je pense que c'est un des pires matchs qu'on ait vu à l'Allianz Riviera depuis bien longtemps, alors que jusque-là, c'était un stade dans lequel on était resté digne face aux voisins provençal. Donc, j'ai pas de doute sur une chose, c'est que cette équipe va se battre. Et ça fera déjà toute la différence avec le match de l'année dernière. Euh, je vais pas vendre dans la peau de l'ours marseillais avant de l'avoir tué. Mais, messieurs, c'est peut-être pas le dernier grand rendez-vous de la saison, parce qu'il en restera quand même beaucoup, mais ce sera une très bonne occasion de gagner le cœur des Niçois pour les 11 joueurs qui seront sur le terrain, 11 plus tous ceux qui rentreront, bien sûr. On sait que les entrants contre Marseille font parfois, voire souvent des miracles. Mario Balotelli, Bilal Brahimi, ça nous réussit. Donc, le rendez-vous est pris. Mm. Et je pense que il faut que ce soit une belle fête en tribune comme sur le terrain. Socket, ton Carrément. ressenti sur Nice-Marseille et globalement sur cette saison pour le FC Metz, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Forcément le maintien le plus tôt et le mieux. Oui, le prochain 3 match. points contre Monaco, on vous souhaite aussi 3 points Oui, contre Monaco. oui, oui. Voilà. N'hésitez pas. Hein, On va plus compter les buts qu'on va encaisser que le nombre de points qu'on va prendre, hein. Ah non. Par expérience, ça va. Et par expérience, vous irez voir les déplacements à Monaco du FC Metz. Généralement, si vous avez des petits paris sportifs, je vous conseille pas de miser sur le nombre de buts parce que c'est imprévisible. Ça peut partir dans tous les sens. Non, alors vite fait sur parce que je vais avoir d'avis moins développé forcément, mais vite fait par rapport à Nice-Marseille. Alors, je crois que j'avais déjà expliqué il y a 2 ans quand j'étais arrivé. Moi, j'ai un petit lien particulier avec Nice quand même parce que
ayant vécu à Antibes pendant 4 ans lors de mes études, il se trouve que je devais bien passer un peu le temps, des fois le week-end. Et donc, Lance Riviera a été notamment pour cette saison avec Atem Ben Arfa. Donc, voilà. Hein. Autant dire que. T'as eu quand même une sacrée chance de tomber sur cette saison. Hein. Franchement, mais j'en parle toujours avec des amis, je leur dis, mais moi j'ai vu Ben Arfa en vrai, je l'ai vu mettre le transat sur son côté droit, attendre que la balle arrive, et puis quand il avait la balle, c'était voilà, ça partait quoi. Valère Germain devant, enfin voilà quoi, plein d'émotions. Même quand j'en parle, c'est plein d'émotions. Donc non, pour Marseille, non, ça va pas être simple parce que mine de rien, je suis d'accord avec vous, c'est que votre coach cherche à déjà, il veut pas non plus trop bousculer de choses. C'est-à-dire qu'il veut aller progressivement. Il doit quand même installer. Il est en train de faire une sorte de crédibilité déjà avec les résultats qu'il fait. Donc là, c'est des moments clutch où effectivement, alors que de l'autre côté à Marseille, c'est un peu le bazar, on va dire. Donc là, c'est une situation quand même où tu as une stabilité quand même du côté de Nice, alors qu'à Marseille, c'est l'instabilité. Donc c'est le moment jamais effectivement pour Nice de mettre les choses en place. Et donc effectivement, ça va être un très beau match dans votre magnifique stade. Donc ça, c'est le premier point sur ce match entre Nice et Marseille. Et par rapport à Metz, ce que je vais dire, de toute façon, on va souffrir hein, jusqu'au bout. Hein, on a l'habitude, en espérant qu'il n'y ait pas la fin habituelle, hein, comme on dit. Mais non, enfin voilà quoi. Nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est que on veut juste des mecs qui se donnent notamment à fond, au-delà du résultat, ce qu'on n'a pas trop ressenti sur les 3 derniers matchs. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, qu'on veut des mecs qui se donnent. On sait de toute façon qu'on a cette petite infériorité, complexe d'infériorité, on va l'avoir jusqu'à la fin de la saison et on va devoir faire des miracles, hein, on n'a pas le choix, hein, parce que collectivement, comme j'expliquais, le travail n'est pas fait, donc il va falloir des miracles. Peut-être un retour de Mikotadze en janvier. Je ne vous cache pas que sa situation à Amsterdam, où il n'est pas, où le coach fait comme s'il n'existait pas. Donc si on peut le récupérer en prêt, pourquoi pas, ça serait assez marrant. Mais on va espérer quand même d'avoir effectivement un collectif un peu plus développé quand même s'il y a peu de chance, comme c'était très bien expliqué, et on va prier. On va beaucoup prier, voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour cette saison. Merci pour ta venue dans l'émission, en tout cas, Socket. Et puis, longue vie aussi à ton média, la maison du Grenat, en espérant qu'on refasse une émission l'année prochaine. Ça voudra dire aussi que l'AFC Metz s'est maintenu et c'est tout ce qu'on peut vous Ou dans souhaiter. 2 ans, hein, on reviendra dans 2 ans, c'est pas grave, hein, on peut déjà réserver dans 2 ans. Hein. Et le calendrier, je sais pas s'il est déjà sorti, calendrier 2025, mais on peut déjà le faire, hein, pas de problème. Hein, Ouais. Forcément un lien particulier avec toutes sortes d'entreprises spécialisées dans les ascenseurs, Otis et Schindler en tête, bien sûr. Anto et Matt, les gars, merci à vous. Merci à toi. C'est régalé. Merci pour votre venue. On se retrouve dans 15 jours, si pas d'actualité, on va dire, chaude à débattre entre-temps, pour revenir sur faire le débrief de Nice-Marseille. Ce sera sans doute le lendemain, le dimanche. Merci aux personnes présentes sur le chat. Merci à Nissar Deta pour son activité sur le chat. Émission à retrouver, je pense, dès ce soir sur YouTube et sur Spotify. Un grand merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Ciao et Issa Nissa. Issa Alexis.